Le sujet de notre conférence va tourner autour des drones. Donc un sujet est plus ou moins, enfin plutôt des drones militaires évidemment. Donc un sujet très important pour toute la filière, dont on parle de plus en plus. On a vu les engagements de drones MAL ou de drones tactiques sur plusieurs théâtres de combat. Et on a vu aussi beaucoup de débats passionnés sur le thème des drones, notamment le drone MAL, qui se sont conclus, au regret de certains, par l'achat sur étagère des fameux Reaper. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'un projet de drone MAL à l'horizon 2020. On parle également du futur combat aircraft, de coopération européenne. Et donc c'est de ces différents sujets dont Denis Mercier, le général Denis Mercier, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, donc très bien placé pour vous parler de ce sujet depuis 3 ans, qui parlera notamment de pourquoi faut-il des drones au sein de l'armée de l'air. Et puis Pierre-Éric Pommelet, qui est directeur général adjoint dans le groupe Thales, en charge des systèmes de mission et notamment donc des drones. Donc je passe tout de suite la parole à Denis Mercier et ensuite Pierre-Éric Pommelet. Merci beaucoup et merci de me permettre de continuer à intervenir sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, d'abord pour une réalité. Les drones dans l'armée de l'air, et notamment les drones de surveillance un peu importants, moyenne altitude, longue endurance, eh bien c'est déjà une longue histoire. Et les précurseurs de ces drones-là, mais qui avaient déjà certaines capacités, c'était les Hunters qu'on utilisait déjà à la fin des années 90 au Kosovo. Donc les drones, c'est pas nouveau. Je tiens à le préciser parce qu'on peut toujours avoir tendance à se dire, finalement, on est en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Les drones dans l'armée de l'air, c'est une histoire de plus de 20 ans. Et c'est une histoire intéressante parce qu'elle s'est accélérée assez récemment. Et nous utilisons aujourd'hui différents types de drones, particulièrement dans l'armée de l'air 2, des mini-drones qui sont un peu la longue vue, en quelque sorte, des gens au sol, notamment pour les opérations spéciales, qui permettent d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté et donner du préavis et donner un peu plus de surveillance, de la visibilité sur ce qui se passe derrière la colline, si je peux m'exprimer. Mais nous mettons surtout en œuvre, depuis des années maintenant, ce qu'on appelle ces drones MAL, moyenne altitude, longue endurance, qui sont des drones qui ont la particularité de rester très longtemps en vol et de pouvoir être dirigés par satellite et de retransmettre leurs informations où que ce soit grâce aux liaisons satellitaires. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai un constat aujourd'hui sur les opérations que nous continuons à mener en ce moment même au Mali et en Irak, c'est que plus on a de drones de ce type, plus on en a besoin. Et c'est d'ailleurs pour nous un des sujets. À quoi ils nous servent ces drones? La première chose, ils apportent quelque chose que l'avion piloté n'apporte pas, c'est la persistance sur un champ de bataille. Un drone, aujourd'hui, ces drones-là volent à peu près 24 heures, si on souhaite le faire. Et donc, ils amènent ce niveau de persistance qu'on ne peut pas faire avec des avions. Et en plus, eh bien, ce sont des vrais systèmes qui opèrent en réseau. Comme tout vrai système qui opère en réseau, comme je vous l'ai dit, eh bien, finalement, on peut les piloter d'où on veut et on peut voir les images où on veut. Vous le savez peut-être pas, les opérations aériennes que nous menons en Afrique aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont toutes un commandement interarmé, mais il y a un commandement air qui répond à toutes ces opérations. Ce commandement air, on l'a colocalisé avec le Centre national des opérations aériennes qui fait de la police du ciel en France à Lyon, dans notre Centre national des opérations aériennes. Et donc c'est à Lyon que nous avons en temps réel les vidéos de ces drones, qui d'ailleurs l'état-major des armées à Paris les a aussi. Les gens qui sont sur place en Afrique les ont aussi et on peut partager un certain nombre de choses. Le drone, c'est ça, c'est un système en fait. C'est pas un avion, c'est un système. Et pour pas parler trop longtemps, je vais juste terminer là-dessus parce que c'est important, c'est aussi l'ouverture sur les futurs drones de combat. Parce que pour moi, les drones, on parle aujourd'hui moyenne altitude, longue endurance. Je vous ai parlé de mini-drones. Mais demain, je crois beaucoup à l'arrivée de drones stratosphériques qui pourront rester beaucoup plus qu'une journée, des semaines, voire des mois sur des théâtres d'opération. Il y a des applications civiles évidentes, mais aussi des applications militaires évidentes. Et ces drones de combat sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le drone, ça n'est pas l'avion. Et ce qui est important, c'est au Mali aujourd'hui, les drones MAL que nous utilisons
n'empêche pas que nous continuons à faire énormément de missions de reconnaissance avec nos Rafales. Et parce que l'un ne remplace pas l'autre, et c'est bien l'un qui est complémentaire de l'autre. Et c'est comme ça que nous imaginons le drone de combat de demain. Le drone de combat de demain, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que dans un horizon relativement éloigné, est-ce que les missions que nous faisons aujourd'hui avec des avions de combat, qui sont beaucoup notamment de missions d'appui au sol ou de missions qui nécessitent d'avoir une forte présence pour limiter des dommages collatéraux, que ce soit en Irak aujourd'hui en Afrique, ces missions, on n'est pas prêt de les faire avec des drones, je crois. Par contre, si on faisait d'autres types de missions, notamment certaines missions d'entrée en premier, compte tenu de l'évolution des systèmes modernes RR et solaires, est-ce qu'on est capable, avec les avions les plus modernes qui soient aujourd'hui, Rafale, F-35, etc., d'avoir une plateforme? Quand une plateforme, la réponse est non. Et là, les drones de combat amènent une complémentarité. Alors, on anticipe un peu sur des questions que je pourrais poser, mais donc pour résumer, pour vous, il n'y a pas de guerre des drones, mais les drones servent à faire la guerre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les drones servent à plein de choses, parce qu'il y a des applications civiles évidentes, mais il n'y a pas de guerre des drones dans la mesure où dans la guerre de demain, c'est pas un problème de drone ou d'avion piloté. La guerre de demain, c'est un système de commandement et de conduite associé à des moyens de renseignement qui permettront d'utiliser les vecteurs pilotés à distance au mieux pour traiter en temps réel une situation. Et donc on est sur un problème de cloud, ce que j'aime bien signifier. D'accord. Pierre-Éric Pommelet, au sein du groupe Thales, donc vous dirigez l'activité système de mission et notamment les drones. Le groupe Thales est bien investi dans ce secteur avec le Watchkeeper notamment, qui est un drone entre tactique et MAL, vous direz comment le classifier. Quelle est donc la vision un petit peu de Thales quand on parle de guerre des drones? Est-ce que la guerre des drones aura lieu? Quelle est la vision de Thales par rapport à ce débat? Merci Guillaume. La guerre des drones aura-t-elle lieu? Alors, c'est quand même assez étonnant que dès qu'on parle de drones, on fait souvent référence à la pièce de Jean Giraudoux. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et en préparant cet exposé, j'ai relu le texte, en fait. Et c'est vrai que c'est un texte assez étonnant. Là, je fais juste une digression. Je parlerai du Watchkeeper après, je vous rassure. C'est un texte qui a été écrit en 1935 et qui est une vraie réflexion de fond sur la guerre et sur son absurdité. Et qui nous rappelle à quel point nos activités industrielles et technologiques, finalement, ont une finalité qu'il ne faut jamais perdre de vue. Je suis très heureux de parler après le général Mercier, parce que quand on parle de drones, on parle quand même de systèmes d'armes, et de systèmes d'armes qui ont une finalité guerrière. Alors, peut-on dire aujourd'hui, si je reprends les premiers vers de la pièce, la guerre des drones n'aura pas lieu, Guillaume? Et là, je dois répondre, je te tiens à Paris, Pierre-Éric. Voilà, alors dans la pièce, c'est Andromaque et Cassandre qui parlent, voilà. Mais vous voyez à quel point ces sujets sont d'actualité. Alors, voilà, j'arrête cette référence littéraire et je rentre dans le sujet un peu plus technique et industriel. Et c'est vrai que si cette question, finalement, nous obsède, c'est peut-être pas la bonne question, ou en tout cas, c'est pas la bonne réponse, mais on ne sait pas. La guerre des drones aura peut-être lieu, et je vais en parler parce qu'évidemment, vous attendez des sujets sur les compétitions en cours, etc., la place de la France au sein de l'Europe et des industries qui la composent versus les Israéliens, les Américains, etc. Mais par contre, on a une certitude, et je crois que vous venez de le rappeler, mon général, c'est que la guerre sans les drones n'aura plus lieu. Et nous avons assisté, lors de cette dernière décennie, à l'arrivée d'un axiome, d'un paradigme qui est maintenant clair. Les drones font et feront intégralement partie des systèmes d'armes pour les années à venir. Et c'est un système d'armes parmi d'autres, et vous avez parfaitement rappelé qu'ils seront complémentaires des autres systèmes d'armes. Alors, avant de revenir sur Watchkeeper, peut-être juste revenir sur trois idées, le court terme, le moyen terme, un peu donner une calendarisation ou un calendrier au sujet, puisque j'ai commencé en 1935, une époque où il n'y avait pas encore de drones, mais enfin je pense qu'on y pensait. Le court terme, le moyen terme, et puis bien évidemment quelques éléments de stratégie industrielle. Alors je crois qu'à court terme, vu les besoins exprimés, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut tirer le meilleur profit des solutions existantes pour les différentes gammes de drones. Ce sont des produits qui mettent très longtemps à être développés parce qu'ils sont complexes, à la fois par les technologies qu'ils utilisent, je dirais deux mots, mais aussi par leur concept d'emploi.
hein, et le pragmatisme aujourd'hui impose de les utiliser au mieux. Alors, je peux faire référence à beaucoup de textes qui ont été publiés. D'ailleurs, la Tribune a été très prolixe en termes de drones, d'ailleurs sur cette thématique de la guerre des drones, hein, et qui a montré à quel point dans les dernières années on s'est cherché, notamment en France, et à quel point on a pris un peu de retard d'ailleurs, hein, par rapport à d'autres, évidemment les Américains et les Israéliens, mais pas uniquement. Hein, quand on regarde aujourd'hui le monde et quand on se promène sur les salons, et bien évidemment le salon du Bourget la semaine prochaine, vous verrez qu'il n'y a pas que les Américains et les Israéliens qui aujourd'hui déploient de façon opérationnelle et ont des industries capables d'eux, mais les Africains du Sud, les Indiens, les Coréens, les Chinois, les Pakistanais, hein, sont aujourd'hui capables de mettre en vol des systèmes et des solutions de drones. Donc voilà, il faut prendre acte du fait qu'on n'a pas été capable dans les programmes précédents d'avoir des systèmes industriels en France, hein, en tout cas, mais on peut utiliser au mieux les technologies existantes et notamment les technologies européennes, j'en dirai 2 mots plus tard. En 2013, il y a un tournant, hein, et c'est justement ce tournant du pragmatisme et qui conduit à l'achat de drones Reaper. Alors les drones Reaper, pour nous les industriels, et pour faire une autre référence, c'est pas franchement notre marque préférée, hein. Mais on a bien compris la nécessité, l'emploi, la guerre qui imposait absolument l'utilisation de drones sur étagère. Mais la prochaine décision à prendre concerne les drones tactiques. Bon, on verra quelle sera la décision. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes des fervents défenseurs de proposer des solutions existantes, qualifiées, on va dire sur étagère, avec des adaptations évidemment nécessaires pour les besoins d'utilisateurs. Alors à moyen terme, nous soutenons, alors en tant que Thales, mais aussi avec la voix de l'industrie, nous soutenons évidemment l'initiative européenne de lancer un programme ambitieux. Ceci pour des raisons évidentes, hein, comme l'a rappelé le général Mercier, le drone est devenu un élément fondamental du système de force et de son réseau. Voilà, je ne parle pas d'objets pilotés, je parle de système de force et de réseau. Vous avez parlé de cloud. Aujourd'hui, des missions de surveillance, demain, des missions d'intelligence, qu'on appelle le SIGINT, des missions de surveillance élargies, notamment de surveillance des terres, de surveillance maritime, et puis aussi, très probablement, et ça, dans les concepts d'emploi, l'utilisation de la boucle courte, c'est-à-dire la capacité de délivrer un armement dans une instantanéité qu'imposent les conflits modernes. Donc, il nous semble, quand on regarde l'Europe et les États qui la composent, que ces éléments de souveraineté et d'indépendance stratégique nécessitent que l'Europe se dote d'une capacité dans ces systèmes. Alors, moi j'ai commencé en tant que jeune ingénieur dans des programmes européens. Je pense que c'était il y a un certain temps déjà, mais enfin on va dire une vingtaine d'années, un peu plus, 20-25 ans, il n'y avait que des programmes européens autour de nous, jeunes ingénieurs de l'époque. Horizon, Tigre, NH90, la 400M, la MU90. Les entreprises avaient des noms européens. Eurocopter, Eurotorp, Eurofighter, les frégates FREM qui sont venues après, mais qui étaient oui aussi dans l'esprit coopératif. Et donc, avec le recul, il faut tirer les leçons de ces programmes, comprendre pourquoi la plupart des pays européens, tout en faisant état de leurs bonnes intentions, eh bien finalement ne font pas grand-chose au plan industriel aujourd'hui. Et donc cette dynamique qui avait lieu est un peu plus difficile à retrouver. Alors la critique est facile aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est passé. Mais c'est Oscar Wilde qui disait que l'expérience, c'est finalement la somme de toutes nos erreurs. Et donc, ne sommes-nous pas expérimentés aujourd'hui pour se lancer dans une nouvelle aventure européenne? Et à bien des égards, la coopération franco-britannique, quand elle marche, et on a été acteurs, est un bon exemple de cette nouvelle voie, nouvelle coopération européenne. Un petit groupe de nations, pilotes, qui partagent la même ambition, la même vision de son concept pour assumer une vraie indépendance et qui ensuite partagent des développements de façon extrêmement pragmatique. C'est ce qu'on envisage dans les systèmes de drones de combat avec la Grande-Bretagne. Pas uniquement les drones de combat, on parle de drones aéronautiques. Vu de Thales, les drones, en fait, il y en a partout. Et avec la Grande-Bretagne, on a démarré un programme de drones sous-marins, de drones pour aller chasser et détruire des mines qui bloquent les chenaux. Donc l'autre modèle que l'on souhaite promouvoir et faire vivre, c'est effectivement le modèle du drone Watchkeeper. Donc là, un pays, la Grande-Bretagne, il y a une dizaine d'années, lance un programme ambitieux d'équipement de ses forces armées en drone tactique. Elle arrive à un certain niveau de définition, d'opérationnalité d'un drone capable de voler dans l'espace aérien civil. Je ne sais pas si on y reviendra après, mais ça c'est un vrai sujet pour le futur programme de drone MAL.
Et donc, la Grande-Bretagne est capable de mettre à disposition cette technologie, et les pays européens qui suivent, qui achèteront le système, bien évidemment la France, aujourd'hui dans une compétition auquel on concourt, mais d'autres, on pense à la Pologne, développeront et associeront fortement leur industrie. Voilà ce que je voulais dire sur ces deux éléments. Le pragmatisme à court terme, une ambition européenne à moyen terme qui nécessitera une très forte ambition politique. A-t-on le choix de se lancer dans une ambition politique? Je pense que les systèmes de drones infocentrés sont un projet absolument extraordinaire. Les primes, les maîtres d'œuvre que sont Airbus, Dassault ou Finmeccanica, Alenia, ont décidé de se mettre d'accord. Je peux prendre le pari que les équipementiers sous-systémiers arriveront à se mettre d'accord ou se mettront d'accord à partir du moment où l'ambition sera pérenne. Alors, je terminerai juste 2 mots sur Thales, parce que c'est vrai, quand on regarde ce qu'est l'entreprise Thales aujourd'hui, avec cette maîtrise des réseaux de communication, des senseurs optroniques, radars, des systèmes de navigation, mais après, ça c'est ce qui est en vol, quand on revient au sol, les C2, les systèmes de commande et de contrôle, les systèmes de dissémination de l'information, l'intégration qui en fait est absolument le cœur du système dans les systèmes de commandement, puisqu'à la fin ces objets sont totalement connectés. On peut se dire que Thales a quand même beaucoup d'atouts pour faire partie de la grande aventure des drones. En Grande-Bretagne, on a déjà commencé depuis longtemps, en France et évidemment dans tous nos pays d'opération. Alors, d'ailleurs, vous faites partie du MAL 2020. Alors, oui. Aujourd'hui, le MAL 2020. Alors, je suis pas sûr que ce soit le futur nom du projet. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que c'est, les grandes lignes et quels concepts d'emploi et quelles spécifications? Peut-être que le général Mercier peut intervenir. Je vais repasser la parole au général Mercier. Juste terminer mon propos pour dire qu'en fait, on a parlé de ces drones mal tactiques, il faudrait aussi parler des drones civils. Il y a un foisonnement absolument extraordinaire. N'est-on pas en train de revivre un peu ce foisonnement de ce qu'était l'aéronautique à ses débuts? Énormément d'entreprises innovantes. En tout cas, en ce qui concerne Thales, on ne fera jamais tout seul. Et que ce soit pour les gros, où là, la coopération avec les prime avionneurs est absolument indispensable, ou les petits, et là où la coopération avec les PME innovantes est absolument indispensable, les drones, pour moi, représente aujourd'hui le meilleur fédérateur de ce que peuvent être la technologie et l'industrie au profit des forces armées. Voilà. Mais par contre, pour parler du besoin mal du futur, là, je repasse le micro à celui qui le définit. Il y a une première chose, c'est que moi, d'abord, je suis persuadé qu'on a besoin d'avoir une industrie européenne qui soit capable de faire des drones de surveillance. Et on a acheté aujourd'hui des Reaper qui nous donnent une grande satisfaction, simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait sur étagère en Europe. Cela dit, compte tenu des budgets, je pense que le MAL 2020, c'est de l'ordre de 2025, ce qui continue de rendre pertinent d'ailleurs l'acquisition des drones que nous avons pour les 10 années à venir. Mais, et ça c'est important parce que je pense que c'est plutôt 2025, et 2025, c'est d'autres ruptures. C'est une évolution majeure du Rafale. C'est l'arrivée je pense, des premiers drones de combat. Et c'est pour ça que l'expression de besoin sur le drone MAL, c'est pas refaire le Reaper d'aujourd'hui, ou alors ça servira à rien. C'est pas se reposer la question simplement de qu'est-ce qu'un drone MAL, c'est se reposer la question de ce que je vous disais tout à l'heure, comment j'organise à cet horizon-là, où il y a des ruptures technologiques très fortes, qui sont notamment les liaisons de données, ces drones MAL, les évolutions du Rafale, les futurs drones de combat. Comment tout ceci va s'organiser avec des systèmes de commandement et de conduite qui sont aussi en train d'évoluer. La question, elle est là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce fameux combat de cloud. C'est comment on organise tout ceci pour aller toujours plus vers de la réactivité et aller toujours plus vers quelque chose qui est important. Ce sont des menaces modernes qui ont la particularité qu'on ne peut plus lutter à cet horizon-là une plateforme contre une plateforme. Vous prenez le cas d'un Rafale aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple. Un Rafale aujourd'hui, il a de multiples capteurs. Si votre radar est brouillé, si votre radar est en panne, vous avez encore énormément de capteurs avec lesquels vous pouvez tirer. Et donc tous les systèmes solaires et RR qui sont en train d'être développés sont développés sous cet angle-là. Donc il va falloir qu'on soit capable d'avoir des capteurs permettant d'analyser une menace et d'utiliser les meilleurs moyens permettant de traiter cette menace. Et ça ne sera pas un moyen, mais une combinaison de moyens. Et donc l'expression de besoin du drone MAL, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'il faut, pour moi, l'imaginer. Est-ce qu'il faut affecter certains capteurs
à certains vecteurs spécialisés en quelque sorte. Chaque aéronef. Oui, justement, parce que tout ceci, on va trouver la polyvalence dans ce réseau. Et moi, j'ai l'habitude de dire ça, c'est que pour le drone de combat, par exemple, mais c'est vrai pour le reste. Le drone de combat, on a des Rafales qui sont des avions aujourd'hui justement qui sont extrêmement performants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette fusion de capteurs, ils sont des objets connectés en quelque sorte. Derrière le Rafale, il y a certaines capacités qui sont remarquables. En plus de tous ces capteurs, c'est par exemple faire du suivi de terrain automatique par rapport à un avion furtif qui ne le fait pas. Parce qu'un avion furtif, dans certains cas, c'est utile. Dans certains cas, vous avez des radars aujourd'hui qui les voient très bien. Et donc, c'est pas ni la furtivité, ni le fait de faire du suivi de terrain automatique, ni le fait de pouvoir utiliser d'autres systèmes complexes qui va répondre. C'est la totalité de ça. Donc, il faut... Et la réponse à votre question, par exemple, c'est demain, nos drones de combat, il faut qu'ils soient furtifs parce que le Rafale l'est moins. Si on avait un Rafale furtif, on pourrait les voir différemment. C'est toute cette combinaison. Par contre, le seul avion furtif, il sert à rien non plus s'il opère pas avec d'autres moyens capables d'apporter d'autres réponses. Et c'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet. Donc oui, il faudra faire une répartition dans cette optique de réseau. Donc le futur drone de combat serait plus pour la pénétration en profondeur. Le futur drone de combat, il apportera ce que n'apporte pas la composante pilotée, notamment, c'est des architectures qui permettent de s'affranchir, en l'occurrence, de certains designs obligés d'un avion. C'est le pilote devant, ça contraint énormément et ça permet d'avoir d'autres capacités. Mais là aussi, les drones et les avions pilotés ont chacun leurs avantages, leurs limites. C'est là que je vous disais que c'est complémentaire. C'est que c'est l'utilisation ensemble qui est intéressante. Et le futur drone MAL, il doit apporter dans cette vision-là également quel type de surveillance, comment. Et moi, je crois beaucoup à l'évolution des drones MAL, d'abord sur des capacités hautement déployables. C'est un des sujets qu'on a nettement travaillé avec les partenaires avec lesquels on est en train de faire l'expression de besoin. Et hautement déployable, c'est-à-dire on ouvre la boîte et ça marche, en fait, où qu'on aille. Et l'autre particularité qu'il faut avoir, on n'a pas besoin pour un drone de surveillance, on n'a pas besoin le problème c'est pas l'avion, on a besoin d'avoir de la bande passante, on a besoin d'avoir des multiples capteurs, on a besoin d'avoir de l'énergie. C'est presque un satellite basse couche en quelque sorte. Ça se conçoit pas comme un avion. Un drone de combat, ça se conçoit aussi comme un avion. C'est juste les différences. Donc là, il faut qu'on réfléchisse architecture système. On parlera des drones stratosphériques d'ailleurs, parce que ça c'est un sujet. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, mais je voulais en fait rebondir sur le dernier mot du général Mercier, qui est architecture système. C'est vrai que, je ne veux pas dire on a des révélations, mais parfois il y a des images qui font prendre conscience. Il y a quelques années, on décrivait dans le fond l'activité système de drone chez Thales. Alors effectivement, des radars, d'ailleurs qui tombent pas souvent en panne, en général. Vous parlez tout à l'heure de radars qui tombent. Des radars, des systèmes optroniques, des systèmes de etc. Donc on voyait une sorte de d'accumulation. Et puis on a commencé à dessiner l'objet. Alors c'est vrai que l'objet, c'est un avion, mais finalement qui est assez classique dans sa définition d'ailleurs, mais qui reste quand même un vecteur et qui doit être certifié et qui devra être certifié demain. Donc avec une complexité, et le métier de l'avionneur est plein entier, avionneur et intégrateur système. Mais en faisant cette planche, on s'est mis à décrire les réseaux de communication. Et puis au bout d'un certain temps, en dessinant la planche, en fait, on ne voyait plus le vecteur, on ne voyait plus du tout les senseurs, mais on ne voyait plus que des flèches, et que des bandes de fréquences, et que des discussions satellites, etc. Et là, on a pris conscience du fait que le futur drone, effectivement, ce drone dont on parle, le drone MAL, puisqu'on focalise quand même sur un certain type de besoin, était drivé par les réseaux et l'ingénierie autour, et qu'il allait falloir faire appel à énormément de capacités d'ingénierie système pour être capable de bien le définir dans son environnement. On ne va pas refaire les choses, on va intégrer une fonction dans un environnement, et dans un environnement de centre-sol, de réseau de communication, de satellites. Et cette révélation, entre guillemets, en tout cas cette prise de conscience, venait au moment où effectivement on développait des outils d'ingénierie système de nouvelle génération, bien conscient du fait que les besoins étant ce qu'ils sont et les technologies étant ce qu'ils sont, on est condamné à aller, c'est pas forcément une condamnation terrible d'ailleurs, mais aller vers plus de complexité à maîtriser, et que cela nécessitait des outils nouveaux. Un peu comme dans la fabrication, on va dire mécanique, là c'est très réducteur ce que je dis, mais en tout cas les pièces, il y a eu un moment la révélation de l'ingénierie assistée par ordinateur,
CATIA aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans nos systèmes, il fallait qu'on invente, qu'on contribue à inventer ces outils informatiques nous permettant de modéliser et de concevoir et surtout de répondre. Parce que finalement, les questions que vous posez sont assez simples à formuler, extrêmement complexes dès qu'on commence à y ajouter toutes les composantes. Et il faut que nous, on soit capable d'avoir des outils qui nous permettent, d'ailleurs ensemble, parce que l'ingénierie système, elle est partagée, il faut qu'elle parte du besoin, il faut qu'on soit capable d'avoir des boucles assez courtes d'ingénierie et de retour pour vous dire le besoin, voilà comment il faudrait le faire, voilà combien de temps ça prendra, et que ce travail-là, in fine, passe par des outils. Donc, ingénierie système, qui était votre dernier mot, est un des éléments extrêmement importants de cette structuration industrielle des drones. Si je peux rajouter juste un mot, il y a un élément essentiel qui participe à la réflexion pour moi, c'est qu'on a, notamment dans notre pays, mais surtout avec d'autres pays partenaires, la possibilité et aujourd'hui c'est le cas, d'intervenir dans des coalitions ou dans des coalitions lidées par des organisations. Et toute la clé sera quel niveau d'interopérabilité avec l'OTAN, avec tous nos partenaires, et quel niveau de souveraineté nous pourrons avoir aussi pour ne pas dépendre des accords des uns et des autres pour pouvoir les utiliser seuls ou avec d'autres. Et là, on est sur un vrai sujet aussi, dans notamment les données cryptées, etc. Interopérabilité, souveraineté, comment on règle cette clé-là? Ok. Comme il faut qu'il y ait aussi un échange avec la salle, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc je vois que déjà des bras se lèvent. Je vous demande juste de vous identifier. Merci. Oui, merci. Patrice Huguenard, réservoir d'air de l'armée de l'air. En général, dans quelle mesure on parle de système? On évoque le système drone, on a évoqué le système Rafale. Or là, on va arriver à des fusions ou à des combinaisons de systèmes. Donc ma question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que l'évolution des systèmes drones va avoir une influence sur l'évolution des systèmes avions habités? Autrement dit, est-ce que ça va conduire à éventuellement modifier certaines perspectives que l'on avait dans l'évolution des systèmes, je pense au système Rafale ou à d'autres systèmes d'avions de combat, et pas seulement d'avions de combat, mais également les avions accompagnateurs. Merci. Merci, c'est bien ce que je disais, on est bien sur une question de système. Et derrière, ma vision des choses, c'est que, et c'est les drones, je pense, qui nous ont amenés à ça. Ma vision des choses, c'est qu'on est encore relativement aujourd'hui à une logique de plateforme qui intègre un système. Demain, on va passer à une logique de système qui intégrera des plateformes. Et ça, c'est un gros changement. C'est un gros changement sur les aspects opérationnels et l'organisation des opérations. C'est, de mon point de vue aussi, et je vais passer la parole à Pierrick à côté de moi, c'est aussi, de mon point de vue, un gros changement sur l'organisation industrielle pour arriver à gérer ce système au lieu d'avoir cette approche plateforme qui est encore celle qui prévaut encore un peu aujourd'hui. Voilà, donc peut-être sur l'organisation industrielle, mais c'est vrai que le modèle Rafale, finalement, a été un modèle assez précurseur dans la façon de fonctionner entre le maître d'œuvre intégrateur et ses différents équipementiers. Et en ce qui concerne Thales, donc très complémentaire et très associé à Dassault Aviation, on a pu, dès le début du programme, en fait, travailler très fortement le système intégré dans sa plateforme et finalement la performance des senseurs intégrés au système. D'ailleurs, accessoirement, je ne sais pas s'ils sont là, mais ce que vous avez dit est clair tout à fait sur la stratégie de Dassault Aviation dans le domaine. Vous voyez Dassault Aviation extrêmement présent dans les drones de combat, dans les drones MAL, dans les drones futurs, parce que finalement l'évolution des systèmes les y amène. Et nous, avec eux, en tant que partenaires privilégiés pour les avions de combat, pour les avions de surveillance. On parle de drones, mais on pourrait rappeler aussi que la surveillance est fortement pilotée aujourd'hui. Vous avez des avions de surveillance et d'intelligence, vous avez des avions de surveillance légers, la marine opère aujourd'hui des avions de surveillance et de patrouille maritime. Il y a une grande continuité dans les organisations industrielles. Et ce qui ramène donc aux outils qu'on est capable de partager. Aujourd'hui, l'Atlantique 2, la modernisation de l'Atlantique 2 est un programme extrêmement précurseur, là aussi, sous la houlette de Dassault Aviation, sur l'utilisation de nouveaux outils d'ingénierie système. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est pour nous, industriels, une rupture. Et c'est une rupture qui amène aussi des éléments nouveaux dans la capacité de coopérer. Partager de l'ingénierie système avec des coopérants, finalement, est beaucoup plus facile à partir du moment où on partage des outils que de partager des gros work packages où parfois on va se bagarrer pour des choses qui n'ont pas de sens.
Et donc faire ensemble une ingénierie avec un client qui lui-même d'ailleurs, comme vous l'avez dit, dans son interopérabilité, y réfléchit, amène une très grande pacification dans les relations industrielles. Voilà. Donc les drones et systèmes de drones, par leur complexité, sont aussi porteurs de cette pacification. Si je peux compléter un peu simplement sur l'aspect opérationnel, toute la clé donc, du coup dedans va être de dire où est-ce qu'on prend les décisions dès lors qu'on fait interagir des systèmes pour traiter un événement en fait. Où est-ce qu'on prend les décisions? Est-ce qu'on les prend à bord d'un avion de combat? Est-ce qu'on les prend à partir d'un avion radar ou de nos futurs tankers qui intégreront justement des questions de commandement et contrôle avancé? Est-ce qu'on les prend depuis un centre d'opération qui est loin? Notre vision des choses, c'est que tout ceci s'organisera en temps réel et qu'il n'y a pas une seule réponse. Et c'est intéressant parce que c'est déjà dans certains cas ce qu'on est capable de faire en Afrique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, de diriger les opérations depuis Lyon, mais de temps en temps, pour des opérations ponctuelles, de donner à quelqu'un à bord d'un avion la possibilité de prendre le contrôle d'un tas de moyens qui ne lui appartiennent pas, en temps réel pour traiter une opération. Rafale, hélicoptère, commando, etc. On peut piloter un drone d'un Rafale Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais c'est la question qu'on se pose. Et toute la vraie question, c'est que nous avons un leitmotiv, et moi j'y tiens, c'est que nous n'irons pas vers du tout automatisme, nous maintiendrons l'homme dans la boucle. Et je pense que c'est essentiel dans nos opérations. Dès lors que j'ai dit ça, où est-ce qu'il sera l'homme? Est-ce qu'il sera au plus près? Est-ce qu'il sera derrière? Et on devra jongler entre ces différentes cas de figure. Et c'est ce qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, de mettre en place, de concevoir. On a déjà aujourd'hui des choses qui marchent dans ce domaine-là. Et là où c'est intéressant, c'est que comment on va vers un monde d'objets connectés? Eh bien, je crois que les questions qu'on se pose au niveau opérationnel, sur lesquelles on a déjà des réponses, eh bien, c'est notre monde de demain partout, en fait. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans la société civile dans ces domaines-là. Il y avait d'autres questions, au fond. Alors... Il y avait une Pierre Julien à RTL, mais je crois que le général vient à peu près d'y répondre. C'est effectivement, on ne parlait pas jusqu'à présent de l'homme, on a beaucoup parlé des drones, on a beaucoup parlé des systèmes, mais c'est vrai qu'au niveau des pilotes, on découvre désormais des pilotes qui sont au sol, alors qu'il y a évidemment d'autres pilotes volent, et vous venez de répondre en grande partie à cela. On sait que je crois que l'US Air Force forme actuellement plus de pilotes drones que de pilotes volants, on va les appeler les pilotes volants, et donc la question que je reprenais tout à l'heure avec mon confrère, c'est là aussi, c'est le Rafale pourrait-il effectivement être cette base emmenant des drones? On avait à une certaine époque parlé du MiG-31 qui soi-disant emmenait d'autres MiG pour combattre. Là, ce serait peut-être le Rafale, un biplace certainement, pour emmener d'autres drones. Le Rafale va, comme je vous l'ai dit, coopérer avec les drones. Maintenant, est-ce que ça se fera dans un Rafale? Est-ce que ça se fera par exemple dans un tanker? Notre vision des futurs MRTT, c'est que déjà dans un bloc 2 qui est déjà prévu au-delà de 2020, on mettra des capacités de commandement et de contrôle avancées pour pouvoir récupérer ces flux de données, soit les traiter à bord, soit les redisséminer là où c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, moi, la réponse, on l'a pas. Mais par contre, moi, ce que je demande, par exemple, à notre bureau plan, c'est de ne plus imaginer une seule plateforme pour l'avenir sans penser architecture en réseau. Et ça, c'est essentiel. Et ça va nous aider ensuite. Et pour terminer sur la place de l'homme, il n'y a pas plus consommateur de ressources humaines que des avions pilotés à distance. D'accord. Il y avait une question là-bas. Oui, alors Jérôme Veil, je m'occupe de la practice défense chez Oliver Wyman. Je voulais poser la question, vous y avez partiellement répondu en général, mais quels sont les programmes justement humains dans l'armée de l'air pour préparer les ressources humaines à ce changement de métier, sachant qu'on n'a aucun doute que du point de vue technologique, la France y arrivera? Merci, parce que c'est effectivement le pendant de ce que je viens de dire derrière. C'est-à-dire que derrière, il y a une question clé, c'est quel type d'hommes pour ça, comment on les prépare? Et aujourd'hui, ça a été assez simple. Les drones, on avait, sur 2 lois de programmation militaire, on a divisé sensiblement le format de l'armée de l'air par 2. Donc on avait des pilotes sur les bras, donc on a mis des pilotes dans les drones, des gens extrêmement expérimentés. C'était finalement la solution de facilité. Cela dit, cette solution, elle est chère. Là, on les avait. Donc ce qu'on est en train de regarder maintenant, et on est en train de le construire, ce sont des cursus ab initio d'opérateurs de drones, sachant qu'un opérateur de drone, finalement, c'est pas tellement le type qui pilote la machine qui est important, c'est celui qui pilote tous les systèmes qui sont autour, c'est les officiers renseignements, les interprétateurs images, etc. C'est ça qui est important. Et puis ensuite, tous ceux qui gèrent tout ceci par les liaisons satellites, etc. Donc, et ça nous amène de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, on a créé à Salon-de-Provence l'été dernier un centre d'excellence drone qui est ouvert d'ailleurs au monde civil et militaire, où on a commencé à faire des formations
des mini-drones jusqu'aux drones mâles, et on est en train de les faire évoluer rapidement. Et ces formations nous aident aussi à réfléchir sur ce que vous disiez. Et on a une notion de facteur humain qui est très forte. On a un centre de recherche de l'armée de l'air qui est à l'école de l'air. Et ce centre de recherche, son laboratoire phare, où on a les gens les meilleurs, c'est justement le laboratoire facteur humain qui travaille depuis des années et ont une expérience absolument reconnue sur les questions de drones. On travaille ça avec l'ONERA, on travaille ça avec d'autres. Et c'est un élément essentiel de notre réflexion, effectivement. En réponse à ça aussi, les outils industriels s'organisent. Les interfaces homme-machine des systèmes de drones doivent être extraordinairement réfléchies pour permettre aux opérateurs de réaliser leur mission et de se focaliser sur leur mission, et qui n'a effectivement plus forcément les mêmes composantes que la mission pilotée. Donc là, il y a une grande réflexion avec nos utilisateurs, armée de l'air, armée de terre, sur ces interfaces homme-machine. Et puis les outils de simulation. Dans un système de drone, la part de la simulation est extrêmement importante, parce que à partir du moment où finalement qu'on soit dans l'opération réelle ou dans l'opération simulée, on ne change pas vraiment de place, contrairement au vol piloté, eh bien on peut aller beaucoup plus loin aussi dans la précision de la simulation. Donc tout ça font partie de ces éléments industriels qui font que drones et systèmes de drones apportent quelque chose d'extrêmement nouveau par rapport aux systèmes aéronautiques d'aujourd'hui. Et ça change nos organisations. C'est pour ça qu'aussi dans l'armée de l'air, on vient de créer cet été l'Air Warfare Center, qui est une dérive du centre d'expérience aérienne militaire à Marsan, pour pouvoir, y compris éventuellement avec des industriels, eh bien, tester des architectures nouvelles, tester les comportements humains, etc., et les tester grandeur nature avant de les implémenter. Et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, les drones, on y disait que ça change finalement la manière dont on voit nos architectures, ça change la manière dont on conçoit nos opérations, et pour nous, ça façonne complètement notre réorganisation interne également. Et c'est un vrai véhicule pour l'avenir aussi, en fait. Il y avait une question au fond, et ensuite, monsieur, depuis longtemps. Merci. Bonjour, Olivier Adam, Pergame Conseil. Alors, vous avez parlé de drones, mais dans une configuration de champ de bataille, me semble-t-il, qui ressemble effectivement à ce qui se passe en Afrique, où, bien qu'il ne soit pas employé, vis-à-vis du soi-disant État islamique, donc vis-à-vis de forces d'un certain type, de conflits d'un certain type. Moi, je pensais que quand vous avez parlé de la guerre de drones, n'aura pas lieu, ou elle aura lieu, c'était la guerre entre drones. Et j'aimerais bien savoir si vous avez exploré cette possibilité, est-ce qu'il peut y avoir des combats demain entre drones, comment ça se passe, et troisièmement, quels sont les moyens de lutte aussi contre des invasions, des intrusions avec des drones, parce que on peut imaginer, est-ce que vous imaginez qu'il y a des conflits avec des pays qui puissent avoir des drones? Alors oui, ceci s'imagine aussi, et notamment c'est aussi tout l'avantage quand on développe soi-même des capacités. On est conscient que nos adversaires potentiels les développent également, et donc la question c'est comment on lutte contre. D'ailleurs, c'est un sujet toujours intéressant, parce que si on ne les développe pas nous-mêmes, eh bien on aura des difficultés à imaginer comment on luttera contre. Donc la guerre du drone contre drone, c'est pas ça le sujet, comme je vous le disais, parce que le problème n'est pas le drone, c'est comment on articule un système de combat différemment. Donc la guerre de demain, elle sera contre des avions pilotés, des drones, etc. Et comment on lutte contre ces systèmes. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qui est au cœur de votre question, c'est ces systèmes-là interagissant différemment. Eh bien, plutôt que d'attaquer les plateformes, il vaut mieux attaquer le système. D'où des vraies réflexions, et une réflexion qu'on mène, et d'ailleurs avec Thales et Dassault, dans la partie aérienne, avec la création d'une chaire cyber sur les questions de cyber, parce que là, les questions de cyber sont au cœur de ça. Ça sera le sujet de la conférence d'après, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Comment on va attaquer ces signaux, et comment on attaque un tel système aujourd'hui, ce qui est très différent que d'aller attaquer une plateforme. Et ça fait vraiment partie de nos réflexions. Alors comment on attaque et comment on détecte. Et je crois que l'actualité récente a montré qu'il y avait une prise de conscience sur le fait que nous étions face à des technologies foisonnantes. Alors pour ceux qui sont un peu dans le domaine, il faut se rappeler qu'on l'avait quand même anticipé par le fait que le GPS, qui finalement est le système de navigation universel, est lui-même foisonnant. Je rappelle que l'Europe a lancé un projet qui s'appelle Galileo, justement, en rappelant
que le GPS était foisonnant et que si un jour il fallait qu'on dénie ou qu'on interdise le GPS à certains endroits, il fallait quand même qu'on ait un système. Donc juste un petit parallèle pour rappeler qu'en général la navigation autonome de ces objets-là, je pense aux petits, je ne vais pas penser parvenir, est très liée au système de navigation. Après, ce sont des systèmes qui communiquent. Alors là, quelle que soit leur taille, je vais parler des réseaux de communication. Et c'est vrai que la détection, outre la détection classique, on est capable avec un radar d'aller détecter à peu près n'importe quoi, encore faut-il avoir les bons radars aux bons endroits. Mais là, le drone est un système communicant parce que tout seul, alors, soit il a son GPS, il navigue, et puis là, on peut faire quelque chose, soit il doit transmettre une information. Et là, la transmission de l'information, on peut aussi la détecter. Donc, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui des capacités de détection. Et je dirais, ça tombe bien, on a à peu près tout ce qu'il faut pour, mais là encore, c'est une question de mise en cohérence, de mise en réseau, et de savoir quoi faire aux bons endroits, sans avoir plus non plus de paranoïa autour du sujet. Je veux dire, les drones, je crois qu'ils s'en vendent quelques dizaines de milliers par jour. Il y en a peut-être parmi vous qui, comme moi, essayent d'en faire voler dans des endroits pour tout simplement prendre des photos de sa maison, etc. Donc, il ne faut pas non plus aller, dès qu'il y a quelque chose qui monte, le détecter. Et Oui, il y a des scénarios de vol bien réglementés. Voilà. Mais ce qui ramène à la question de la réglementation. Et là aussi, autre sujet, le besoin, une nouvelle technologie, les réseaux, l'ingénierie système et la réglementation. Parce que là, on est face à quelque chose de nouveau, et donc les États en ont pris la mesure, les États européens en tout cas, avec une vraie volonté de faire un peu à l'image de ce que font les Américains, des réglementations pour être capables de faire voler en toute sécurité, réglementations qui peuvent amener ou qui amèneront des certifications. On a déjà des drones certifiés. Quand on fait voler Watchkeeper en Grande-Bretagne, il vole au-dessus de stations balnéaires parce qu'il a une certification. Il est capable de voler au-dessus d'un espace aérien civil. De toute évidence, les drones de demain devront être capables d'avoir des crédits de certification pour cela. Oui, nous avons une question là, à ma droite. Bonjour mon général, messieurs. Alors ma question, elle résonne un peu avec la question précédente, en disant avec l'avènement un peu des drones, des systèmes de réseau, avec évidemment cette complémentarité dont vous avez parlé avec les avions existants. Est-ce que vous voyez l'émergence à moyen terme de concepts d'opération vraiment de rupture? C'est-à-dire on change complètement. Alors j'ai quelques idées en tête, les essaims de drones, les concepts comme il y a aux États-Unis de persistent casse, où vous avez des tas de munitions plus petites qui sont en vol dans des drones et qui permettent de traiter des cibles par une combinaison d'armes plus petites. Donc est-ce que vous voyez l'émergence de ce genre de concept d'opération, je ne dirais pas à 50 ans, mais à moyen terme? Et juste pour compléter, on peut aussi parler des drones stratosphériques capables de voler avec à l'énergie solaire. Alors la réponse est oui, mais pas dans vos exemples. Vos exemples, on retourne dans une logique de plateforme. Les concepts qu'on est en train de faire évoluer grâce justement aux drones et grâce à ces nouveaux systèmes qu'on imagine, systèmes de combat, qui sont des systèmes de systèmes, c'est, comme je vous l'ai dit, la clé finalement est dans comment je conduis ces opérations. C'est le C2, Command and Control. Et on a une inflexion majeure dans ce domaine-là que nous amènent ces considérations. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a l'habitude dans nos préparations militaires, on dit pour tout ce qui est aérien, compte tenu du fait qu'on utilise un espace contrôlé par tout le monde, il y a un commandement centralisé qui est nécessaire. S'il n'y a pas ça, on prend des risques énormes, ne serait-ce que d'anti-débordage. Deuxième chose, on est sur un contrôle centralisé aujourd'hui. Un contrôle centralisé, c'est-à-dire que celui qui prend le contrôle de moyens pour traiter un problème opérationnel, eh bien tout ceci reste centralisé. Et ensuite, on a une exécution décentralisée. Et quand on parle de combat asymétrique, par exemple, contre des groupes terroristes, eux, ils ont un avantage par rapport à nous, c'est qu'ils ont en général un commandement centralisé, mais le contrôle est déjà décentralisé. C'est-à-dire on voit apparaître des groupes de terroristes au Nord Mali. Un type prend le leadership de ce truc-là, de ces types-là. On ne sait même pas s'il les connaît. Ils traitent ça et ils disparaissent. Et ça, la symétrie, elle est extrêmement efficace. Et nous, ce qu'on doit arriver à organiser, c'est le contrôle décentralisé. Et le contrôle décentralisé, c'est se dire à un moment, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir de quelqu'un dans une plateforme, on est capable de l'avoir préparé, d'avoir préparé les hommes pour ça, et le réseau pour traiter un domaine et être beaucoup plus réactif, eh bien quelqu'un va prendre le contrôle de moyens de quelque nature que ce soit, qui lui appartiennent pas. Il va traiter ce problème et il rend les moyens. Et ça, il peut le faire en temps réel. On le fait déjà un tout petit peu dans des opérations spéciales en Afrique aujourd'hui. C'est redoutable.
Et donc, ce que vont nous amener ces opérations en réseau, c'est ça. C'est arriver à commandement centralisé, contrôle décentralisé. C'est très complexe. Ça s'appelle une distribution du contrôle opérationnel. C'est très complexe, mais aujourd'hui, on est en train d'y travailler très fortement. Très fortement. Et les drones stratosphériques, pourquoi j'y crois? Parce que je crois beaucoup que l'évolution des drones mâles va nous aider à faire du ciblage et qu'au-dessus, ce qui nous manque aujourd'hui, dès lors qu'on est sur un endroit où on maîtrise les espaces aériens, c'est qu'un drone mâle, c'est très bien, mais ça vole encore trop bas. Ça vole encore trop bas et ça tient que 24 heures. Si on avait les mêmes là aujourd'hui sur le Sahel, avec des drones qui sont dans la stratosphère à 20 km, avec le niveau de détail qu'on peut avoir à cette altitude-là et qui tiennent une semaine, un mois, et ben là on change complètement notre vie. Vous n'êtes pas le seul à vous y intéresser, puisque des entreprises comme Facebook et Google ont racheté des entreprises. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je regarde beaucoup le développement de ces drones stratosphériques. Je sais que le pôle Pégase dans le sud est en train de créer un démonstrateur, et aujourd'hui ces drones stratosphériques pour l'observation de la Terre sont en train d'être développés par l'industrie civile. Et c'est très intéressant pour nous, parce que finalement on va s'y intéresser, mais c'est peut-être pas nous qui paierons les développements. Donc, il y avait peut-être une question, je crois. Voilà, monsieur, on a juste 2 minutes pour traiter une question de plus. C'était une question similaire sur les notions d'essaim de drone, donc je pense que vous venez de répondre. Voilà, mais vous avez bien compris ça, on est sur cette logique de plateforme. Je parlais de monsieur qui était derrière vous. Ce sera vraiment la dernière question, parce qu'on doit ensuite rendre la salle. Bonjour, Pierre Duval, Société Démétéris. La question était sur... on parle beaucoup de drones de combat, on est dans le command and control, mais où en est la réflexion sur la doctrine de délivrance d'armement, puisque là, on est en train de parler de choses qui ne sont pas aujourd'hui effectives. Très rapidement. Voilà, très rapidement, on y réfléchit. Aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a aucun problème éthique à délivrer de l'armement tel que ça peut être fait d'un drone mâle à partir du moment où l'homme est dans la boucle tout le temps. La vraie question qui se pose, et ça sera, est-ce qu'un jour on décidera de donner à un drone, notamment de combat, l'autorisation de feu de lui-même sans que l'homme l'ait décidé? Moi, je pense qu'il ne faut pas arriver là, mais on ne peut pas éluder cette question. Donc cette question, on y réfléchit. Parce que la technique va le permettre. Quand je vous disais tout à l'heure, finalement, nous, on est parti sur, on refuse le tout automatisme, on maintiendra l'homme dans la boucle, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse à ça, en fait. Par contre, délivrer un armement d'un drone mâle aujourd'hui, il n'y a rien de différent que de le faire d'un avion. Puisque déjà aujourd'hui, dans le nord du Mali, j'ai des Mirage 2000 qui délivrent des armements qui sont guidés par des lasers qui sont embarqués sur des drones. Donc que le drone tire lui-même ou que ce soit finalement l'avion qui le délivre sur ce que vaut un drone, la différence n'est pas majeure, je pense. On arrive juste à 11h30 à la fin de notre intervention. Écoutez, je vous remercie Denis Mercier, Général Mercier, je vous remercie Pierre-Éric.